C'est une vieille dame, mais est-elle encore en phase avec les défis de son temps? L'Organisation internationale du travail célèbre ses 100 ans cette année. Seule création survivante du traité de paix de Versailles de 1919. Elle est aujourd'hui une organisation tripartite des Nations Unies. Merci Bernard Thibault d'être avec nous depuis Genève où se déroule la conférence annuelle sur le travail. Alors Bernard Thibault, on vous connaît en France comme ancien secrétaire général de la CGT, mais depuis 2014, vous êtes administrateur de l'OIT. Alors l'OIT, d'abord, à quoi ça sert ? L'OIT, vous venez de le rappeler, est né en 1919 sur ce constat que c'est par la justice sociale qu'on avait une des meilleures chances pour préserver la paix universelle. Et je pense que ce constat demeure d'actualité aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder les zones de tension, les zones de conflit dans le monde pour s'apercevoir que la carte se superpose quelque part avec les zones de pauvreté, de précarité, d'absence d'emploi, de chômage. Et donc cette vision selon laquelle il faut promouvoir la justice sociale, c'est le mandat historique de l'Organisation internationale du travail, comme facteur pour préserver la paix universelle, est plus que jamais d'actualité. Eh bien justement, Bernard Thibault, on va écouter Emmanuel Macron. Vous l'avez dit, l'OIT est fondée sur l'idée qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Écoutez le président français qui est venu cette semaine à Genève pour les centenaires de l'OIT. Je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Ce sont les mêmes qui se sont réveillés avec des gens qu'ils pensaient inéligibles. Ce sont les mêmes qui sont sortis de l'Europe alors même qu'ils pensaient que ça n'adviendrait jamais. Bernard Thibault, on sait que vous n'êtes pas vraiment du même bord qu'Emmanuel Macron, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire sur ce constat ? Peut-être qu'il a lu l'ouvrage que j'ai publié il y a un peu plus de 2 ans, que j'ai intitulé « La Troisième Guerre mondiale est sociale » pour inspirer son discours. Excusez cette absence de modestie peut-être aux yeux de certains. Le président de la République française a fait, il le dit lui-même, un discours crypto-marxiste à la tribune de l'Organisation internationale du travail. Certains de ses prédécesseurs avaient fait de même. Nicolas Sarkozy, en son temps, avait aussi dénoncé les actionnaires qui gagnaient de l'argent en dormant. Mais je crois que le principal problème du président de la République française, c'est l'absence de cohérence entre sa parole très forte ici à Genève, « le capitalisme est fou », a-t-il dit, et les mesures fiscales, sociales, ou l'absence de mesures sociales qui sont prises par son gouvernement. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi à peu près 70% des Français sont mécontents de son action politique. Je pense que les responsables politiques doivent veiller à la cohérence de leurs paroles avec leurs actions. Et là, je considère que le discours que j'ai entendu au premier rang, quasiment, est très en décalage avec la réalité de ce que vivent les Français. Alors, je le disais tout à l'heure, paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Je pense bien sûr à l'ubérisation du travail et aux dérives que cette ubérisation occasionne. Est-ce qu'on en parle à l'OIT de cela ? Oui, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons. Il y a 2 événements majeurs à cette conférence. Le premier, c'est un débat concernant une nouvelle convention internationale du travail à propos des violences faites en milieu de travail, dont les violences à caractère sexuel, dont sont quasi victimes principalement, j'allais dire quasi, mais très majoritairement les femmes, bien évidemment. Donc c'est une négociation en cours, laborieuse, qui avance laborieusement. J'espère qu'on va enfin arracher une convention sur ce sujet. Et ensuite, une déclaration dite du centenaire qui justement pointe les défis à venir pour l'Organisation internationale du travail. Et parmi ces défis, il y a justement cette capacité à redéfinir un cadre de droit adapté à ce qu'on appelle des nouvelles formes du travail, dont certaines sont liées aux technologies nouvelles et dont on voit bien que certains employeurs en usent pour s'extraire de la responsabilité sociale. Il y a par exemple un débat, vous le savez, avec des décisions de justice variables d'ailleurs, d'un pays à un autre, s'agissant du type de relation qui lie un travailleur avec une plateforme. Est-ce un travailleur salarié déguisé ou est-ce un travailleur indépendant, auquel titre le droit du travail ne s'applique pas. Donc je souhaite, avec d'autres amis syndicalistes, bien
évidemment que l'OIT clarifie ce genre de questions, légifère sur le sujet pour offrir, comme sur d'autres sujets, un cadre international du droit pour les travailleurs en question. Bernard Thibault, vous parlez de convention, vous parlez de légiférer, mais on conteste l'efficacité de l'OIT dans le sens où elle ne peut que formuler des recommandations. Quelle est son efficacité concrète ? Dans la hiérarchie, si vous voulez, des instances des Nations Unies, puisque l'OIT est l'agence spécialisée des Nations Unies depuis la Deuxième Guerre mondiale, spécialisée dans la promotion de la justice sociale, pour les pays démocratiques qui respectent, voire qui encouragent le multilatéralisme, le président français, j'y reviens, a redit son attachement au multilatéralisme, ça veut dire que l'on accorde beaucoup d'importance à ce que disent les institutions internationales, dont l'Organisation internationale du travail. Alors c'est vrai que pour les conventions, et c'est un des reproches que je formule au dispositif actuel, et j'aimerais bien qu'on renforce les moyens de l'OIT, tout repose sur le bon vouloir des États à mettre en œuvre les conventions sur leur territoire. Moi je pense que notamment s'agissant des conventions dites fondamentales, le respect de la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants, encore 168 millions d'enfants sont recensés au travail aujourd'hui, l'interdiction du travail forcé, le respect des droits humains fondamentaux devrait faire partie des droits applicables sur un plan universel et donner lieu à des sanctions s'ils ne sont pas respectés. Donc je souhaiterais qu'en matière de travail, on ait du droit, du contrôle de l'application du droit naturellement, mais qu'on réfléchisse à la case sanctions, sinon nous n'avancerons pas plus vite dans certains États qui n'en font qu'à leur tête. Alors, vous avez parlé des syndicats, Bernard Thibault, hein, je le rappelle, vous avez donc été secrétaire général de la Confédération Générale du Travail entre 1999 et 2013. En France, il y a une grosse baisse des adhérents hein, aux syndicats. À la fin des années 70, on comptait environ 20% de salariés syndiqués, environ 8% aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, ça, cette baisse ? Il n'y a jamais eu en France un taux de syndicalisation au-delà des 30-35%. Et là, je fais référence à une période tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, dans une période très, très particulière, c'est la création de la sécurité sociale. 1968, avec la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, a pu dynamiser la présence syndicale dans les entreprises, mais il est un fait que le mouvement syndical n'est pas en développement, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a plusieurs phénomènes à cela. Une précarité du salariat qui n'est pas un constat spécifique à la France. Je discute beaucoup de cette situation et la conférence en est l'occasion avec des amis du monde entier. La précarité dans le milieu de travail est une des caractéristiques fortes et qui s'est amplifiée dans beaucoup de pays. Naturellement, prétendre organiser des travailleurs dans un cadre collectif alors qu'ils changent très rapidement d'emploi, d'entreprise, de région, de profession, c'est un défi important. Il y a ce que les syndicats n'ont peut-être pas suffisamment fait eux-mêmes, c'est-à-dire s'adapter à ces travailleurs de plus en plus mobiles, une mobilité très souvent contrainte et non pas choisie par eux-mêmes, en trouvant des formes d'organisation justement tenant compte de l'évolution de ces métiers. Et puis, il ne faut pas l'oublier, sur la chaîne internationale j'entends, c'est la répression antisyndicale qui est omniprésente. Pensez que la moitié de la population du monde vit dans des pays qui n'ont pas ratifié les conventions qui protègent le fait syndical, même si la France est de ce point de vue-là tout à fait en ordre, du point de vue des engagements sur les textes internationaux. Dans la pratique quotidienne, dans la relation sociale en France, le fait d'adhérer à un syndicat est très souvent pas très bien vu, c'est le moins qu'on puisse dire, par les employeurs, voire même est très mal vu. Alors, on vient d'évoquer cette baisse des adhésions au niveau syndical. J'imagine que depuis Genève, vous avez évidemment suivi le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, ça peut être le retour d'une mobilisation collective et qui pourrait se faire sur la durée ? En tout cas, pour partie, parce que on parle du mouvement des Gilets jaunes, mais je remarque depuis d'ailleurs le début de cette mobilisation que c'est un mouvement très hétéroclite. C'est d'ailleurs ce qui en fait à la fois sa particularité, peut-être sa force, mais en même temps ses limites, qui est à la fois composé de salariés pour partie, de petits commerçants, de retraités. Je pense que pour une partie
des participants à ce mouvement, c'est aussi la conséquence d'un manque de présence syndicale. D'aucuns travaillent dans des petites entreprises, n'ont pas un effectif suffisant pour avoir une section syndicale, d'autres ont quitté l'activité active et sont désormais retraités, donc n'ont pas d'espace syndical pour s'exprimer. C'est aussi la conséquence d'un pouvoir politique qui a dédaigné les organisations syndicales dans sa manière de gouverner pendant des mois. Et donc, des citoyens qui se disent il faut trouver d'autres formes différentes, nouvelles, pour exprimer notre désarroi, voire notre colère. Parce que le mouvement est parti, je crois, d'une colère, avec là aussi, pour partie, des revendications, des slogans qui peuvent résonner avec ce que peuvent dire les organisations syndicales sur le pouvoir d'achat, sur des éléments d'injustice, sur la politique fiscale, etc. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui ont des aspirations sociales qui convergent, qui vont à peu près dans le même sens, parviennent à se réunir pour être plus efficaces, puisque chacun le remarque, et en toutes circonstances, plus on est dispersé, moins on est efficace par rapport au message qu'on veut délivrer. Dernière question, Bernard Thibault. Ce sera quoi le bonheur au travail demain avec ces menaces donc, de harcèlement, de robotique, par exemple ? Mais je crois déjà que le combat au niveau mondial, c'est à la fois le combat pour le respect du droit des salariés à s'organiser en syndicat. C'est depuis de nombreuses années considéré comme un droit fondamental, mais comme je l'indiquais, qui n'est pas appliqué pour la moitié de la population du monde. Quand on nous parle compétitivité en France ou dans d'autres pays développés, c'est-à-dire qu'on nous compare en termes de coûts, ce que coûte un travailleur en France par rapport à d'autres pays, on nous compare très souvent avec des travailleurs qui ne sont même pas déclarés, qui n'ont pas de système de protection sociale. 3/4 de la population n'a pas de véritable système de protection sociale. Donc je crois que le premier combat international à mener, c'est le combat pour la dignité et la reconnaissance de ce droit d'association qui ouvrira derrière d'autres combats pour que le travail soit déclaré, que ça soit un travail décent selon la définition de l'Organisation internationale du travail, avec un système de protection sociale, le droit à la négociation collective. Bref, ce ne sont pas des revendications qui remettent en cause le capitalisme, le principe même, vous voyez, je suis en dessous des ambitions du président de la République, mais qui reconnaissent la dignité des travailleurs. C'est encore un combat à mener. Merci Bernard Thibault d'avoir été en direct de Genève avec nous.